Très heureux de vous retrouver pour un nouveau tour d'information d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. La section des Ansars de Bamako a bénéficié d'un programme de sensibilisation initié par le bureau exécutif de l'ADN Mali. Ce soir, nous vous proposons un dossier sur les effets néfastes des publications sur les réseaux sociaux en cette période de crise. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans le titre, fin du programme de sensibilisation du bureau exécutif de l'ADN Mali à l'intention de la section des Ansars de Bamako. Ce programme qui est à sa 4e phase est une initiative du bureau national de l'ADN Mali à l'endroit des 46 sections des Ansars du Mali. Les travaux de clôture se sont déroulés à la grande mosquée des guides spirituels des Ansars à Bankoni Djankineboukou. C'est un reportage de Fatoumata Kane et Nouhoum Kone. La section des Ansars de Bamako a reçu une délégation du bureau exécutif de l'ADN Mali pour 2 semaines de sensibilisation. Il s'agit d'édifier entre autres les secrétaires généraux, les trésoriers et les présidents des 46 sections au compte de l'association sur la bonne gouvernance de l'association. L'association ne marche jamais sans l'information et sans la formation. Bon, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. On a commencé il y a à peu près 2 semaines. C'est dans toutes les sections du Mali que le bureau national a initié cette sortie. Il y a 46 sections. On a fait à peu près, depuis 3 mois, nous sommes là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est l'étape de mort. Je crois, Dieu merci, c'est la clôture aujourd'hui avec tous les délégués des comités, des sous-sections, des sections et puis les membres du bureau national qui sont chargés pour la sensibilisation. Nous sommes satisfaits aujourd'hui. Et puis très fiers. Cette initiative du bureau exécutif de l'ADN Mali a été hautement appréciée par les militants en sa juste valeur. Ils ont tenu à remercier les organisateurs avant de les inviter à multiplier ce genre d'initiative. Ils ont sillonné toutes les sous-sections du district de Bamako dans le but du tournoi de sensibilisation. Maintenant, le travail était basé sur la bonne méthode du travail du secrétariat, la trésorerie et les présents aussi. Vraiment, nous avons eu beaucoup d'innovations qui nous permettent dans les jours à venir à redynamiser la section de Bamako et la mobilisation aussi de la section de Bamako. Nous sommes très contents et très satisfaits de leur méthode de travail. Vraiment, nous remercions très sincèrement le bureau national qui est l'initiateur de ces tournées de sensibilisation et la délégation, maintenant Cheikh Mar et ses compagnons. Les travaux de ce programme de sensibilisation sur la gouvernance de l'association se sont tenus à la grande mosquée chérifienne à Bankoni Djankineboukou. Dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, la société Farota Sarle est allée planter 200 pieds d'arbres dans la commune rurale de Kotouba, dans le cercle de Kita. L'activité s'est déroulée le 24 août dernier en présence de plusieurs membres de la coopérative, des autorités administratives et coutumières. C'est un commentaire signé Sadio Sidibé. Une délégation de la société boiserie Farota Sarle séjournait du 23 au 24 août dernier dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. 3 localités étaient concernées par cette activité qui consistait à planter 200 pieds d'arbres dans chacune des localités. Il s'agit de Kotouba, Massala, Nafadji et Manabougou dans le cercle de Kita, région de Kaye. Dans un premier temps, les travaux ont débuté par la commune rurale de Kotouba avec la participation des notabilités administratives, religieuses et chefferies traditionnelles qui ont exprimé toute leur satisfaction au PDG de la société boiserie Farota Sarle pour cette plantation d'arbres. Ils ont par ailleurs signifié leur reconnaissance à Mamadou Farota pour service rendu à leur localité. Pour les représentants de la société, l'objectif est de planter 200 arbres conformément à la loi 08 autorisant l'exploitation du bois au Mali. Le comptable de la société s'est également réjoui de la présence massive des autorités locales et coutumières tout en les remerciant
pour leur collaboration qui n'a jamais fait défaut. Dans son intervention, il a notamment exhorté la population bénéficiaire à faire bon usage de ces plans qui permettront à coup sûr de lutter contre la déforestation dans notre pays. Celui qui aura planté un arbre n'a pas vécu inutilement, dit-on. La cérémonie s'est achevée par la plantation de quelques pieds d'arbres avant de poursuivre le reste des travaux dans la commune rurale de Kotouba. Je vous le disais dans les titres, nous vous proposons ce soir un dossier sur les effets néfastes des publications sur les réseaux sociaux en cette période de crise multiforme comme c'est le cas actuellement au Mali. Nous avons à vous proposer un grand format sur l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP, qui est une autorité administrative indépendante chargée d'assurer à toute personne physique ou morale, publique ou privée, la protection des données à caractère personnel sans distinction aucune, et c'est dans le respect des libertés. C'est un numéro signé Marietou Diallo. Le digital est devenu de nos jours l'outil incontournable dans tous les domaines. Que ce soit pour le travail ou pour le loisir, le digital expose son utilisateur à certains dangers, d'où l'importance de protéger les données personnelles. Les données personnelles sont les photos, les textes, les vidéos, les dossiers médicaux, l'empreinte digitale, etc. Ces données personnelles peuvent être publiées, exposant ainsi l'intéressé. L'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a vu le jour en 2013 et installé le 19 août 2015. L'APDP garantit la liberté et les droits fondamentaux en matière de traitement des données personnelles. Notre raison d'être même, c'est de défendre, de protéger la vie privée de tous les citoyens, tenez-vous bien, de tous les citoyens vivant sur le territoire malien. Ce n'est pas que les Maliens seulement. Même un étranger, il est sur le territoire du Mali et il trouve que sa vie privée est violée, il a le droit de se plaindre. Et nous, on a le devoir de rétablir la justice. Donc, c'est pour vous dire qu'on a un travail extrêmement immense, extrêmement sensible, dans la mesure où lorsqu'on parle de la défense ou de la protection des données à caractère personnel, les citoyens lambda n'appréhendent pas cela. Données personnelles, c'est quoi? Données personnelles, c'est tout ce qui peut faire que vous pouvez être identifié. Que quelqu'un s'en empare et qu'il fasse de ça ce que n'importe quel travail qui lui plairait, c'est une violation sans votre autorisation. Quels peuvent être les effets néfastes des publications sur les réseaux sociaux en période de crise multiforme et quel rôle joue la PDP en cas de plainte des victimes? Les effets néfastes, on ne peut même pas dire au fait la limite, parce qu'en réalité, avec maintenant la crise, les effets néfastes peuvent être même l'incitation à la violence déjà, parce que ça peut inciter les gens à la violence. Et puis, au-delà même du viol des données personnelles, les publications peuvent inciter pas mal de personnes, il faut le dire. Donc aussi, il ne faut pas oublier aussi l'aspect à ne pas publier des choses sur une personne sans pourtant avoir le consentement de la personne. Au Mali, ici, on en a remarqué, ça se fait à longueur de journée. On prend nom et prénom, photo même souvent, on publie des choses, que ce soit vrai ou pas. Tout le monde est maintenant à l'affût des likes, entre parenthèses des j'aime comme ils le disent, et des partages. Donc ils prennent les photos, les images, les noms, les prénoms, soit même les numéros de téléphone, les localisations des maisons et tout, pour dire que ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Ça peut pousser à vraiment beaucoup de gâchis. On peut cibler une maison disant appartenant à telle personne, alors qu'en réalité c'est même pas pour la personne. La personne va quand même prendre les dommages sur son dos, alors qu'en réalité, ce n'est pas pour la personne. Donc, les effets néfastes des publications en cette période, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment peser les mots maintenant. Nous sommes à une période où il faut peser les mots. Parce que déjà, comme on le dit très bien en français, les mots blessent plus que même les balles. Sinon, il y a eu des plaintes. Et nous invitons aussi le peuple malien, ceux qui croient qu'ils ont
qu'ils ont été violés sur le côté des données personnelles, qu'ils portent plainte et puis ils auront gain de cause. L'Internet est l'outil par excellence de recherche d'informations et du savoir, mais souvent, la non-maîtrise des paramètres de sécurité et de confidentialité peut nuire gravement à l'utilisateur. L'Autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, veille à la protection des données à caractère personnel et participe à la réglementation du secteur. L'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré ce jeudi par la junte militaire aux commandes des affaires publiques depuis une semaine. Il avait été renversé une semaine plus tôt par les militaires. Ibrahim Boubacar Keïta se trouve désormais chez lui à Bamako. Moussa Foma nous fait le commentaire. L'ancien président malien arrêté le 18 août dernier par les putschistes a été libéré ce jeudi, ont annoncé les militaires. Au même moment, on apprend que son fils Karim avait réussi à quitter le pays. Le Comité national pour le salut du peuple CNSP, mis en place par les militaires pour diriger le pays, informe l'opinion publique nationale et internationale que l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré et se trouve actuellement à sa résidence, a annoncé le CNSP sur Facebook. Un membre de sa famille a indiqué sous couvert de l'anonymat que IBK était rentré dans la nuit dans sa résidence du quartier de Sébenikoro. Il a pu descendre à tout seul de son véhicule. La garde dans sa résidence privée a elle été changée. Selon des sources concordantes, la junte devrait bientôt donner plus d'informations sur ce transfert de IBK de Kati à Bamako et préciser si l'ancien chef de l'État est véritablement libre de tous ses mouvements. Une certitude en revanche, il peut recevoir. Des témoins ont vu le représentant de la MUNISMA au Mali, Mahamad Saleh Anadif, sortir de chez lui. Il était accompagné de Guillaume Ngefa, chef de la division des droits de l'homme de la mission onusienne. Par ailleurs, on a appris ce jeudi également que le fils de l'ex-président Karim Keïta était parvenu à quitter le pays pour se rendre en Côte d'Ivoire afin d'y rejoindre sa famille. L'information a été confirmée par une source proche de la famille et par des sources sécuritaires. Le 18 août, jour du coup d'État, Karim Keïta passe un moment au domicile familial. Son domicile privé, situé non loin du domaine familial, est ensuite attaqué et saccagé. Il décide alors de quitter discrètement la maison de son père. Voyons à présent le reste de l'actualité africaine et internationale. Un commentaire signé Sadio Sidibé. Dans les tours d'horizon de l'actualité internationale de ce jeudi, tout d'abord direction la Guinée-Conakry, Cellou Dalein Diallo a jusqu'à lundi 31 août pour indiquer au Front National pour la défense de la Constitution FNDC, plateforme de l'opposition et de la société civile contestant un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. S'il sera candidat, en attendant, l'opposant multiplie les consultations au sein de son parti. La candidature de Cellou Dalein Diallo à la présidentielle sonne comme une question existentielle pour les FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Cette plateforme qui réunit société civile et opposants politiques est claire. Tous les membres doivent être pleinement engagés contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Les FNDC contestent l'ensemble du processus électoral. Par conséquent, tout candidat à la présidentielle est automatiquement exclu du FNDC, explique un militant. Dans un tel contexte, la volonté affichée par Cellou Dalein Diallo, principal soutien du FNDC, de s'impliquer dans un scrutin présidentiel est aperçue comme un acte de dissidence. L'actualité politique cette fois-ci en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo sera candidat malgré sa radiation de la liste électorale. C'est le message asséné par ses partisans qui n'envisagent pas que l'ancien président, toujours en exil à Bruxelles et en attente d'un passeport, ne puisse pas faire partie de l'affiche de la présidentielle du 31 octobre prochain. Laurent Gbagbo dispose de tous ses droits civiques, tout ce qui a été fait. Et ça a été malheureux quand j'ai vu le président de la CU dans une acrobatie intellectuelle qui n'a rien de juridique dire que Gbagbo Laurent est radié. D'ailleurs, c'est assez grave parce qu'il a annoncé la radiation de Laurent Gbagbo 2 jours avant que le tribunal de première instance ne se prononce. Déjà, si on était dans un pays démocratique, on peut dire qu'il a fauté et tout serait nul, mais on est en Côte d'Ivoire aujourd'hui où il n'y a plus d'état du droit.
L'actualité sanitaire dans ce tour d'horizon, cette fois-ci, nous partons pour les Togo avec 1326 cas diagnostiqués et 27 morts depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le Togo ne voit pas pour le moment d'amélioration sur les fonds sanitaires. Depuis plusieurs jours, les cas de contamination dans la région centrale ont flambé et les autorités togolaises ont pris des mesures d'urgence. Ce sont 3 villes, Adjangré, Tchamba et Sekodé, qui sont de nouveau bouclées. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin et cela pour un temps encore, selon les communiqués du gouvernement. La situation dans ces localités est préoccupante. D'après le docteur Michel Cherge Kodom, dans la zone, le relâchement sur les mesures barrières lors de la récente fête de l'Eid el-Kébir est l'une des causes. D'abord, il y a un déni d'acceptation de ce virus, ensuite du relâchement sur les gestes barrières et nous avons constaté également qu'il y a toujours des attroupements lors des funérailles, baptêmes et autres mariages. L'actualité en Europe, cette fois-ci en France, le Premier ministre français Jean Castex a affirmé jeudi que le gouvernement souhaitait tout faire pour éviter un reconfinement généralisé face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, estimant que cet objectif était à notre portée collective. 19 nouveaux départements sont placés en jaune rouge, circulation active du virus. En plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, le gouvernement constate une recrudescence incontestable de l'épidémie qui progresse sur tout le territoire avec 39 cas positifs pour 100 000, 4 fois plus qu'il y a un mois, a déclaré Jean Castex lors d'une conférence de presse ce jeudi. Pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité internationale aux États-Unis, les manifestations de colère après les tirs policiers sur Jacob Blake se sont poursuivies le 26 août 2020 à Kenosha, Wisconsin. Le jeune afro-américain Jacob Blake, grièvement blessé dans une nouvelle bavure policière apparente qui a relancé le mouvement de contestation antiraciste aux États-Unis, poussant même les basketteurs de la NBA au boycott, disposé d'un couteau dans sa voiture, ont fait savoir ce mercredi 26 août les autorités du Wisconsin après la mort par balle de 2 personnes dans le R entre manifestants et police qui ont suivi la bavure. Un adolescent de 17 ans en possession d'un fusil a été interpellé. Les enquêteurs ont trouvé un couteau dans le véhicule de Jacob Blake que celui-ci cherchait à prendre lorsqu'il a été la cible de coups de feu de la police de Kenosha. Point final à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Cherif la télévision.